Merci Julien pour cette invitation et cette occasion à vous rencontrer ce matin pour parler d'un thème qui m'est cher, qui est le rapport entre le droit et la littérature. Alors je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier de ce courant d'études. Aux États-Unis, il est très développé sous le nom Law and Literature et il commence à s'implanter en Europe. Dans mon université, j'ai eu la chance, déjà il y a quelques années, de pouvoir créer un cours qui a cet intitulé et qui est facultatif pour les étudiants de droit et obligatoire pour les étudiants de lettres de mon université. Donc ça fait un double public intéressant. Ça permet des échanges intéressants entre deux tribus qui ne se fréquentent pas nécessairement beaucoup, les littéraires et les juristes, et qui renouent au fond avec une vieille et très féconde tradition de rapprochement entre les gens de lettres et les gens de robe. Savez-vous par exemple que énormément d'auteurs connus dans tous les pays à toutes les époques ont eu une formation juridique? Pour la France par exemple, c'est vraiment quelques exemples. Les auteurs déjà de la période classique, et puis Balzac, même La Fontaine avait fait des études de droit. Balzac était profondément juriste, il a même pratiqué le droit dans une étude de notaire, et bien d'autres à l'étranger. Les études de droit et les études de lettres étaient jusqu'il n'y a pas si longtemps intimement mêlées. Alors ce courant droit et littérature connaît lui-même des perspectives, des axes différents. C'est tantôt le droit de la littérature, ça c'est plus technique, c'est la manière dont le droit civil, le droit pénal se saisit de l'objet littéraire. Il y a le droit comme littérature, donc il s'agit d'appliquer à l'analyse des textes juridiques des méthodes herméneutiques ou rhétoriques qui sont d'application, ont fait leur preuve dans le domaine littéraire. Donc il s'agit d'étudier une plaidoirie, un discours parlementaire, une décision de justice comme un texte littéraire. Il y a, et c'est dans cet axe-là que je m'inscris principalement, le droit dans la littérature. Il s'agit de voir comment on traite des questions fondamentales de droit, de politique, de pouvoir, à l'aide des textes littéraires, grands ou petits. Et enfin, il y a le droit par la littérature. Là, il s'agit de juristes ou de politiques qui se servent de la fiction, comme le faisait Victor Hugo, par exemple, pour défendre une cause. Vous savez que pas mal de textes de Victor Hugo s'inscrivent dans son combat politique contre la peine de mort, et ça nous donne des textes qui sont à la fois des pamphlets politiques et de beaux textes littéraires comme Le dernier jour d'un condamné ou encore Claude Gueux. Voilà, et donc ça c'est un peu la perspective dans laquelle s'inscrit cette conférence de ce matin. Ce courant droit et littérature est encore très peu connu en France, mais tout de même, j'ai le plaisir de dire que depuis 2 ans existe une revue publiée à l'initiative d'un éditeur qui a pignon sur rue, donc LGCD, LexisNexis, c'est ça, une revue qui s'intitule Droit et littérature, et de ci de là déjà quelques cours en faculté sous cet intitulé. Alors aujourd'hui, mon thème plus particulier est celui des passions. Existe-t-il des passions juridiques? Et je pense que maintenant, vous avez sous les yeux le plan du propos que je voudrais développer devant vous. Je commence par cette formule anglaise que j'emprunte à Shakespeare. Vous savez que Shakespeare a écrit 36 pièces de théâtre, au sens propre, 36, et on a compté que sur ces 36 pièces de théâtre, 30 mettaient en scène des procès. Donc le droit est très très présent dans l'œuvre de Shakespeare. Dans une de ces pièces, Le Marchand de Venise, qui est une des plus juridiques, on trouve cette formule « I crave the law ». Et c'est mon point de départ. « I crave the law ».
La formule est de Shylock, le prêteur juif du marchand de Venise, qui réclame son dû, l'application de la loi, le respect de son titre, et donc aussi la clause pénale un peu particulière qui était la livre de chair de son débiteur, le marchand de Venise. Alors, le premier traducteur français, qui était le fils de Victor Hugo, premier traducteur français de cette pièce, donc François Victor Hugo, traduit, I crave the law, il traduit « Je réclame la loi ». Plus récemment, Jean-Michel Desprats, dans la Pléiade, traduit « J'exige la loi ». Mais to crave a un sens plus radical encore. Il s'agit d'une envie vraiment très forte, d'un désir d'absolu, un attachement extrême. Dans ce I crave the law, une oreille francophone entend l'accent de la passion. Je réclame justice à corps et à cri. Je m'accroche à mon titre. Je me cramponne à mon droit. Je crie vengeance au ciel. Plus profondément encore, la loi, j'en crève. J'en crève d'envie. Dussé-je en crever vraiment après avoir planté mes crocs, les crocs de la loi, dans le cœur de mon débiteur. Cette loi, je la crains au sens juif où l'on respecte la loi et où l'on craint le châtiment de Dieu. Je la crains et j'en crève de désir, quitte à me rendre criminel. Finalement, vous le voyez, c'est toute la gamme des passions avec leurs ambivalences, amour, haine, désir, crainte, et leur inscription à même le corps de jouissance et de souffrance qui se laisse entendre dans ce « I crave the law », qui surgit des entrailles et éclate comme le cri du cœur du créancier. Voilà, ça c'était une introduction un petit peu littéraire pour nous mettre dans l'ambiance. Mon sujet, c'est les passions juridiques. Car oui, aussi curieux que cela paraisse au premier regard, il existe bien des passions juridiques, qui l'eût cru. La difficulté, bien entendu, consistera à les identifier en ne les confondant pas avec les objets extérieurs sur lesquels elles portent en apparence. L'argent, le pouvoir, le sexe. Je n'étudierai donc pas ici l'avarice d'Harpagon, la jalousie de Médée, l'amour de Roméo, l'ambition de Macbeth, la colère d'Achille. Ce qui est vrai cependant, c'est que les passions juridiques s'accompagnent souvent de signes extérieurs comme l'argent, le sexe ou la réussite, qui sont comme la monnaie dont on les prise, le crédit qu'on leur accorde dans le commerce social. Il faudra donc progressivement affiner le regard et s'aviser bientôt que ces objets extérieurs s'estompent au profit d'un affect plus profond, un désir ou une répulsion de droit. Découverte étonnante. Le droit pour le droit. Le droit devenant l'objet, l'enjeu et la fin de la passion, et pas seulement son instrument. On entre alors dans le domaine étonnant des passions juridiques. Mon étude ne se ramène pas au simple portrait de caractère, à la nomenclature ordinaire de type juridique. Plutôt que d'une paisible peinture de type juridique, il sera question, dans les extraits littéraires que je vais mobiliser ce matin, il sera question de crises violentes qui éclairent l'envers du droit, ses confins ultimes, où il se retourne en son contraire. Ce qui est vrai cependant, c'est que entre le type ordinaire, disons normal et raisonnable, et la figure passionnelle extrême et pathologique, existe tout un dégradé, toute une variété de postures intermédiaires, non moins instructives. Ainsi, le retournement passionnel par passage à la limite est-il toujours éclairant quant aux dérives qui guettent juristes et sujets de droit ordinaire. Et donc j'attirerai surtout notre attention sur ces cas extrêmes, mais chaque fois en prenant soin de montrer ce qui peut se passer dans les cas intermédiaires. D'autant que les passions ici étudiées, si elles s'incarnent dans des personnages littéraires d'exception, sont également susceptibles de devenir des passions sociales collectives. S'agrégeant à la mesure de la société entière et se renforçant en conséquence, ces passions deviennent alors politiques, au sens grec de la polis, au sens latin de la civitas.
et elle jette une forte et sombre lumière sur les fondements anthropologiques de la cité. Fondements anthropologiques que Sophocle visait dans le premier chant de son Antigone lorsqu'il faisait dire au cœur, je cite, « Ce sont les passions qui gouvernent les cités ». Voilà déjà une maxime forte pour droit et littérature. On a coutume de dire que c'est la raison, n'est-ce pas, qui guide les cités. Eh bien, la littérature nous attire le regard vers quelque chose de plus profond, de plus sombre, de plus dangereux aussi. Ce sont les passions qui gouvernent les cités. Et le cœur antique dans l'Antigone ajoute, ces passions, les hommes se les sont apprises à eux-mêmes, apprises le plus souvent à leurs dépens, ajouterai-je à mon tour. Donc il n'y a pas de mode d'emploi pour ces passions, c'est souvent par l'expérience politique, souvent dramatique, qu'on en fait l'expérience. Comment dès lors faire la distinction entre les passions civiles, bienvenues, celles qui nourrissent durablement le lien social, et par ailleurs les passions inciviles, celles qui nourrissent les guerres qui déchirent les cités. Tel est probablement l'enjeu le plus important de l'étude à laquelle je me livre. C'est donc que les passions ne manquent pas d'être ambivalentes, comme du reste les réactions que leur oppose la raison. L'histoire sans cesse recommencée de leurs relations tumultueuses entre raison et passion en témoigne à suffisance. De chaque passion juridique, qu'il s'agisse de chérir le droit ou de s'en défier, il existe donc un usage positif, normal et souhaitable, mais aussi des abus pathologiques et dommageables. Ainsi, dans un état de droit et une cité pacifiée, à peu près pacifiée comme les nôtres, eh bien, il est bienvenu, bien sûr, de faire confiance au droit, voire d'en appeler à lui comme d'un instrument efficace de changement social. Mais Jean Carbonnier, le grand juriste civiliste et sociologue du droit français, nous prévient, je le cite, « L'excès en tout peut nuire et même l'amour du droit se doit d'être modéré. » Il y aurait, dit-il, un article 0 à inscrire en tête préliminaire du Code civil. Je le cite, « L'amour du droit est réductible en cas d'excès. » Au-delà d'un certain point, le retournement menace. Summum ius summa ignoria. Je ne sais pas si au cours de vos études de droit vous avez rencontré cet adage latin. Moi, je l'avais rencontré assez tôt. Je l'avais inscrit sur un de mes cahiers d'étudiants et il est resté un peu comme une espèce de pierre de touche, d'énigme que je n'ai eu de cesse d'approfondir. Quel paradoxe! Summum ius summa ignoria. Le comble du droit, c'est aussi le comble du tort ou de l'injure. C'est exactement ça le point de basculement que j'explore ce matin à l'aune des passions juridiques. À quel moment est-ce qu'un sentiment bienvenu d'amour ou de peur du droit se mue en son contraire, ignoria? De même, il est normal et souhaitable jusqu'à un certain point que le droit, en tout cas ses sanctions, se fassent craindre pour être respecté. C'était le principe qu'Athéna recommandait à la ville d'Athènes au moment où elle délivrait les Athéniens de la menace des Érénies vengeresses. Dans une autre pièce, tragédie célèbre, les Euménides d'Échille, une pièce très intéressante où l'on raconte le passage de la vengeance privée à la justice publique. Mais en même temps, Athéna met en garde les Athéniens. Au moment même où il s'agit de civiliser le jugement, de le soumettre à des votes citoyens, à des plaidoiries rationnelles, il ne s'agit pas pour autant de se détourner de la peur des lois incarnées par les Érénies, qui sont les puissances des enfers. Voilà. En revanche, l'angoisse suscitée par le droit, donc une peur irrationnelle et pathologique, son absence de droit, son incertitude, son inaccessibilité, son caractère énigmatique, peut, dans certains cas, devenir franchement pathologique, comme en témoignent tant de personnages de Kafka, tous ces avatars signalés par la lettre K, notamment dans le roman que vous connaissez bien, le procès de Kafka. Ou alors, c'est une variante perverse, la défiance à l'égard du droit
et de ses institutions se transforme en haine radicale et rejet total au profit d'une loi que l'on se donne à soi-même et qu'on impose aux autres, de préférence en l'inscrivant à même leur propre corps, comme le marquis de Sade. Si j'ai l'occasion tout à l'heure, en fin de conférence ou de discussion, je vous parlerai de la conception du droit chez Sade, auquel j'ai consacré un ouvrage. C'est la variante perverse, la passion noire du rejet du droit. Ainsi commence-t-on à deviner la formule par laquelle se signale l'excès passionnel, sa démesure, la fameuse hubris grecque. Une activité, un intérêt qui, se prenant lui-même pour fin ultime, finit par s'aliéner et se détruire par renversement en son contraire. Il y a trop dans cette surchauffe passionnelle, un excès mortifère. C'est tantôt la loi à mort, tantôt à mort la loi, I crave the law. Dans les deux cas, un attachement outré, outrancier, qui mène outre la limite invisible du danger mortel. Au bénéfice de ces remarques préliminaires se dessine le plan de mon intervention. Après avoir dans un premier temps évoqué l'histoire et les caractères des passions en général, je me concentrerai sur les passions juridiques. Je distinguerai d'une part les passions qui relèvent du trop de droit, amour excessif de droit, de ses procédures, de ses actes, par une grande variété de fous de droit, fous du droit, et puis d'autre part, je distinguerai les passions qui relèvent du trop peu de droit, haine et peur du droit, éprouvées par des hors-la-loi, tantôt flamboyants, tantôt terrorisés. Donc, dans un premier temps, et très brièvement, une brève histoire des passions. La passion se définit ordinairement comme un état affectif intense, une inclination irrésistible, un mouvement violent de l'âme, disait-on. Comme le baroque, la passion, mieux encore les passions, évoque le mouvement poussé à l'excès qui s'accompagne bientôt de souffrance. Alors ce terme passion doit trouver sa place, qui est variable selon les époques, dans une nébuleuse de notions apparentées. Sentiment, penchant, inclination, désir, aversion, affect, pulsion, libido. On pourrait soutenir à cet égard et en première approximation qu'il y a un continuum de l'émotion ordinaire à la passion déchaînée. Et que si l'émotion, du latin emovere, mise en mouvement, que si l'émotion est l'état normal de la vie psychique affectée par un événement extérieur, eh bien la passion en serait l'état extrême, virtuellement pathologique. Les passions se déclinent généralement au pluriel, de sorte qu'on s'est employé de tout temps à les dénombrer, les inventorier, les classer. Aristote en retenait 14. Cicéron en distinguait 4, distribués en 2 couples d'opposés. Plaisir, douleur, désir, crainte. Saint Augustin, dans une perspective chrétienne, en dénombrait 3, toutes dérivées du péché originel. La concupiscence, la cupidité et la vanité, soit en langage contemporain, sexe, argent et pouvoir. Saint Thomas, nous sommes à Toulouse, en identifiait 11 de ces passions. Descartes s'en tenait à 6, tandis que dans son fameux ouvrage qui sent le soufre 120 journées de Sodome, le marquis de Sade prétendait en raconter 600. La passion n'a cessé d'interroger comme un autre, inquiétant la raison, la paix intérieure et l'ordre social. Et au cours de l'histoire, on ne cessera d'osciller à son égard entre la condamnation, chez Platon, chez les stoïciens, chez les chrétiens, entre la condamnation et une attitude plus ambivalente chez Aristote ou saint Thomas, qui admettait qu'en elles-mêmes, les passions n'étaient ni bonnes ni mauvaises. Avec le temps et les siècles qui passent, un mouvement se dessine néanmoins qui va progressivement valoriser les passions à mesure que la société prise davantage le plaisir que le devoir, l'authenticité que les conventions. En tout cas, on apprendra bientôt à voir dans les passions ou les affects une composante inévitable, inéliminable de la nature humaine et souvent un facteur décisif d'explication des comportements.
je tente de dégager quelques traits, quelques caractères par où se distinguent les passions. Nous savons déjà reconnaître les passions à cela qu'elles sont marquées par une intensité qui menace toujours de déboucher sur l'excès, la démesure, le déséquilibre. Le philosophe et psychiatre Binswanger livre des aperçus éclairants sur cet aspect des passions en expliquant qu'elles se décrivent comme une disproportion entre la marche, l'horizontalité, et l'ascension, la verticalité. La passion, dit-il, s'égare en montant, elle est exaltation dans l'ascension, un peu comme un moteur qui rugit en quelque sorte, dont la vitesse n'a pas pris et qui monte en puissance et qui finit par rugir. De sorte que la passion se condamne au surplace, elle est blocage dans l'existence. Perdant le contact avec la réalité, le moi passionnel s'enlise dans un présent sans futur. Deuxième caractéristique, on a déjà noté aussi que les passions s'accompagnent, au moins dans un certain nombre de cas, d'aliénation et bientôt de souffrance. Nous passionnant, elles nous captivent. Je suis captivé. Littéralement, elles nous rendent captifs. C'est que, et voilà un troisième trait, elles se caractérisent par leur exclusivité, l'exclusivité de leur objet, et donc la monopolisation de l'intérêt qu'on leur voue. On devient monomaniaque. Finalement, et ceci est le plus intéressant, ces passions menacent de se prendre elles-mêmes pour objet. Et c'est là que se signale le point de basculement, le changement de signe qui les affecte. Montesquieu a finement identifié ce phénomène à propos de l'amour des règles. Pourquoi, demande-t-il, pourquoi les moines aiment-ils tellement leur ordre, avec la règle qui l'accompagne? Réponse, c'est justement parce qu'il leur est insupportable. Leurs règles les privent de toutes les choses sur lesquelles les passions ordinaires s'appuient. Reste donc seulement cette passion pour la règle elle-même qui les afflige. Plus elle est austère, c'est-à-dire plus elle retranche de leur penchant, plus elle donne force à ceux qu'elle leur laisse. Saint Augustin l'enseignait déjà. Aimer, c'est aimer d'aimer. Et les joueurs ataviques au casino le savent, en tout cas ceux qui étudient leur comportement, leur passion tient moins au gain qu'au jeu lui-même, au frisson du rien ne va plus où tout se joue et se rejoue sans cesse sur un coup de dé. De ce point de vue, la passion s'avère métonymique, elle prend la partie pour le tout, ou plus précisément, elle prise le moyen plutôt que la fin. Ainsi, la passion juridique se focalise-t-elle sur l'acte juridique lui-même plutôt que sur son effet attendu. Elle se fixera sur la procédure plutôt que sur son résultat, l'important étant de la relancer indéfiniment. Je donnerai des exemples dans quelques minutes de plaideurs compulsifs. L'important, c'est de se retrouver tout le temps devant le tribunal. Et à la limite, on ne cherche pas tellement à gagner. L'important, c'est de plaider encore. On pourrait dire encore que la passion est fétichiste, au sens précis où elle opère une déviation de l'intérêt vers un objet de substitution, la représentation fabriquée du Dieu plutôt que le Dieu lui-même, le règlement pour le règlement plutôt que l'ordre social qui en résulte, fétichisme de l'administration, la lettre de la loi plutôt que la justice de la solution. Cet investissement disproportionné d'énergie sur un artifice de substitution peut aussi s'analyser comme une forme d'idolâtrie. La passion est idolâtre au sens le plus profond qui se ramène au culte narcissique du moi. Michel Meyer, qui est un grand analyste des passions, l'écrit, je le cite, « C'est là, en dernière analyse, la finalité même de la passion, se retrouver soi-même. » Il en résulte, et c'est un cinquième trait du registre passionnel, il en résulte un déni de réalité, une perte progressive du sens commun. Le plaideur compulsif se ruine en vaine procédure. Le législateur délirant, comme l'empereur du Mexique Maximilien Ier, prétend réglementer des objets inexistants. Le créancier Shylock, dont on parlait tout à l'heure, refuse un dédommagement en espèces 10 fois supérieur au montant de sa créance. Comme on l'a vu, il se cramponne à son titre, lui donnant droit à la livre de chair de son débiteur. En ce sens, on peut dire que la passion aveugle, comme le dit la sagesse populaire.
Elle s'enferme dans un univers de désirs fantasmés, réifiés. Elle se complaît dans un labyrinthe d'idées fixes et de certitudes, a priori. À l'instar d'un moteur désembrayé qui patine et rugit dangereusement, cette passion perd prise sur la réalité en même temps qu'elle monte en puissance. Voilà quelques traits que je jugeais nécessaire de planter pour pouvoir maintenant aborder plus précisément notre objet, les passions juridiques. Le rapport entre le droit et les passions se laisse évidemment construire dans deux sens opposés. Le droit qui affecte les passions et à l'inverse, les passions qui affectent le droit. C'est ce second volet qui m'intéresse principalement. Quant au premier volet, donc le droit qui se saisit des passions, qu'il me suffise de remarquer sans surprise que le droit, qui est plutôt vecteur d'ordre social et de stabilité, pourvoyeur de mesures et de prévisibilité, le droit s'est toujours employé à maîtriser les passions et, tant que faire se peut, à censurer ses effets indésirables. Ainsi, en droit civil, je ne vous apprends rien, la violence est-elle un vice majeur de consentement entraînant la nullité des conventions qu'elle affecte. Néanmoins, le droit est réaliste. Il se garde bien, par exemple, de fonder ses institutions sur la passion, qui est un fondement beaucoup trop instable, comme la dynamite toujours prêt à exploser. Ainsi se garde-t-il d'exiger l'amour dans le mariage, se contentant de la fidélité et de l'assistance. Il sait aussi se montrer tolérant et compréhensif. Ainsi, lorsqu'il accorde, comme il l'a fait de tout temps, les circonstances atténuantes au crime dit précisément passionnel. Le crime passionnel que motive, par exemple, le débordement irrésistible de la jalousie. Le droit s'emploie aussi à l'occasion à canaliser l'énergie des passions au profit de ses objectifs. On a depuis longtemps démontré comment les rédacteurs du Code civil, Portalis et ses amis, s'étaient employés, chaque fois que c'était possible, à mettre l'intérêt privé, moteur principal de l'action, au service de l'ordre public souhaité. Cet utilitarisme législatif serait même, selon certains historiens du droit, l'idéologie dominante du Code civil de 1804. Il est vrai que Portalis avait dit « c'est surtout par l'intérêt qu'on retient les hommes ». Et les exemples ne manquent pas dans le Code. Par exemple, en matière de liens familiaux, conçus comme des combinaisons d'intérêts, au moins autant que comme des liens affectifs, dès lors, je cite un tribunal de l'époque auquel on avait demandé son avis sur un projet de code civil qui disait « L'espoir des bienfaits maintient les égards, tandis que leur réalité les fait trop souvent oublier. » Et ça explique toute une façon de concevoir le droit des successions. Mais ce n'est pas ce volet-là qui m'intéresse, donc ce n'est pas la manière dont le droit se saisit des passions, c'est l'autre versant moins étudié, plus sombre, et que la littérature peut éclairer, la manière dont les passions se saisissent des juristes, et donc du droit. Première variété, le trop de droit, l'amour excessif du droit et les fous de droit. Alors évidemment, jusqu'à un certain point, c'est utile. Je dis, il est clair que dans une société bien organisée et pacifiée, il est bienvenu que les citoyens adhèrent dans une large mesure aux lois qui y prévalent. Il s'agit là d'une passion douce, raisonnable, motivée, raisonnée. Le grand Rousseau avait dit « Si vous voulez qu'on obéisse aux lois, faites qu'on les aime, l'amour des lois. » Certains iront plus loin. Pierre Legendre, par exemple, avec tout un background psychanalytique. Certains iront plus loin et postuleront une intensité supérieure d'attachement passionnel et parleront d'identification du peuple au législateur, d'amour sacré de la patrie. C'est le titre d'un de ses livres, « L'amour du censeur », l'amour du législateur. On glisse alors insensiblement vers le registre passionnel et son dangereux point de basculement. J'observe aussi que cette forme d'attachement minimal, je vais arriver aux excès dans 2 minutes, mais ces formes d'attachement, disons, normaux, raisonnables et lucides au droit, prend parfois la forme de la lutte pour le droit. J'en parlais dans des conférences précédentes, selon l'invitation
du philosophe allemand du XIXe siècle Hering, qui exhortait ses contemporains à ne jamais brader leur propre dignité en laissant violer un de leurs droits. Défendre ces droits, expliqua-t-il, c'est défendre la cause du droit tout entier. Aujourd'hui, en 2018, c'est une telle passion, lucide et résolue, qui anime aujourd'hui ce qu'on appelle aux États-Unis les cause lawyers, disons les avocats militants, qui montent des dossiers juridiques dans des causes significatives, environnementales par exemple, en vue de mener des procès symboliques, se servant ainsi de l'arme du droit pour susciter des changements sociaux. Mais tout cela, tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'attachement quotidien au système, le souci de vivre en règle, et même la lutte résolue en vue du changement social par le droit, tout ça relève encore du versant positif de la passion juridique. Ce qu'il me faut aborder maintenant, ce sont ses formes exacerbées, son retournement fétichiste. Et ce sont non moins de 7 variétés d'entre elles, vous avez le plan sous les yeux, que je me propose d'examiner. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le juge. Donc, juger et plaider à la folie. C'est sans doute un paradoxe que le procès, qui fait descendre le droit sur terre et qui en principe concrétise le besoin de justice, c'est sans doute un paradoxe que de tout temps le procès ait été tenu en suspicion comme un événement pénible, générateur de toutes sortes de maux et de folies. On s'y ruinerait, on n'en connaîtrait jamais la fin. Il développerait l'agressivité des plaideurs. Tourner les juges et les plaideurs en dérision est, de tous les lieux communs du courant droit et littérature, assurément le plus commun. Ça commence notamment en France dans La farce de Maître Patelin, un des premiers textes littéraires français écrits en langue vulgaire, puis ça continue avec Rabelais et la manière dont il fustige les chafourés, donc les ramina grobis, les juges qui rendent une justice bien inéquitable. Ça se poursuit avec La Fontaine, Anatole France, Balzac, enfin c'est une veine inépuisable. Cette affaire commence en Grèce avec une pièce comique d'Aristophane en 422 avant Jésus-Christ, la pièce Les Guêpes que Racine va réactualiser des siècles plus tard dans sa pièce Les Plaideurs. Les Guêpes d'Aristophane qui met en scène un juge, Philocléon, atteint de la folie de juger, au point que son fils finit par l'enfermer à son domicile, non sans lui fournir des affaires à juger, telles par exemple le chien de la maison accusé du vol d'un fromage de Sicile. Les proches de Philocléon décrivent les symptômes de cette curieuse maladie, une tribunalite aiguë. Juger, dit-on, est sa passion, et il gémit s'il ne siège pas sur le banc des juges. Ou encore, malheureuse manie de sortir dès le point du jour, après les délations et les procès. Le fils en perçoit bien le retournement paradoxal et il dit à son père « Ne sens-tu pas que tu es le jouet des plaignants auquel tu rends presque un culte ? Sans t'en douter, tu n'es qu'un esclave. » Si vous avez bien suivi mon introduction un peu théorique de tout à l'heure, vous retrouvez dans cette citation exactement l'indice de la passion qui se retourne en son contraire et qui se traduit par une aliénation. Il est le juge, au lieu de rendre la justice comme service public, se fait l'esclave en quelque sorte des plaideurs. 20 siècles plus tard, le grand Racine s'inspire de cette comédie antique pour écrire Les Plaideurs en 1668. Pièce qui met en scène une belle collection de monomanes du procès, obsédés du procès. C'était aussi un des caractères de la passion, rappelez-vous, l'exclusivité de son objet. Et d'abord le juge Dandin, digne héritier de Philocléon, qui veut tous nous juger les uns après les autres. Lui aussi, il est retenu séquestré à son domicile. Petite parenthèse pour dire qu'en littérature, on n'invente rien. Vous voyez le grand Racine qui s'inspire, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Aristophane. Exactement la même idée d'enfermer chez soi le juge atteint de tribunalite. On l'enferme à domicile, mais il s'enfuit par les gouttières. Vous verrez, dit quelqu'un, il va finir par juger les chats. Ou alors il s'enfuit par les soupiraux, de sorte qu'on finit par lui promettre de lui adresser des causes en son hôtel. Citation, « Vous pourrez tous les jours tenir 2 audiences, tout vous sera chez vous matière de sentence. » Face à lui,
il faut bien qu'il y ait aussi des plaideurs monomanes, 2 plaideurs enragés. Le bien nommé Chicano, je cite, « Après 15 ou 20 ans, dit-il, il me reste un refuge. La requête civile est ouverte pour moi. » Et ce Chicano affronte la comtesse de Pimbèche, engagée depuis 30 ans dans des procès, de préférence à l'encontre de sa propre famille. Chacun témoigne des dérives de cette passion absolutisée. Par exemple, le plaisir qui est détourné. Vivre sans plaider, est-ce contentement, dit la comtesse de Pimbèche. Ou alors c'est l'exclusivisme et l'absolutisme. J'y vendrai ma chemise et je veux rien ou tout. Alors on pourrait donner plein d'autres exemples comme ça dans la littérature, mais le temps avance et je dis, au-delà de ces portraits individuels qui poussent la passion de juger ou de plaider à un paroxysme pathologique, il faut observer sur un plan collectif et social que certaines époques sont, plus que d'autres, guettées par cette dérive contentieuse. Ainsi en allait-il de la Grèce du temps d'Aristophane, et Platon est très sévère à l'égard de cette dérive de la justice où tout le monde juge tout le monde, on vit dans une espèce de climat de suspicion, de soupçon et de délation. On pourrait dire aussi que la France, au siècle de Racine et de Furetière, était affectée de cette dérive. Et aujourd'hui, peut-être, et Dieu sait pourtant si j'apprécie le rôle du juge dans la société, peut-être aujourd'hui que nous assistons à un déséquilibre avec un affaiblissement du législatif, moins capable qu'avant de fixer des valeurs collectives, des choix, des préférences. Julien dirait en matière d'environnement des normes environnementales fortes. Et donc déclin, faiblesse du législateur au profit du juge. Trop souvent, les lois aujourd'hui consistent à dire tout le monde a des droits subjectifs et puis avec ça, débrouillez-vous, allez en justice et on verra bien qui gagnera. Donc, le président de la Cour constitutionnelle de Belgique, un certain Paul Martens, dénonçait aujourd'hui ce danger d'hubris judiciaire, de surchauffe en quelque sorte de l'appareil judiciaire. Et je le cite, il dit ceci: poussant jusqu'à l'absurde la logique de l'imprescriptibilité, on prétendrait presque aujourd'hui faire le procès de Christophe Colomb pour tenter de lui imputer la responsabilité de la traite des Noirs et de l'esclavage. Donc il y a des limites, je dirais, au recours au juge. Deuxième exemple, la passion justicière. Alors, le justicier doit être distingué du juge officiel, aussi bien que du vengeur ordinaire. Il en va de même des passions correspondantes en dépit de la proximité qui les rapproche. Lorsque le 1er mai 2011, le président Obama déclare à la télévision américaine « Justice has been done » à propos de l'exécution du terroriste Ben Laden par un commando héliporté, le président Obama n'évoque ni une sentence officielle d'un tribunal américain qui n'a pas été saisi, ni une simple vengeance privée des victimes des attentats du 11 septembre. Il se situe, me semble-t-il, très exactement dans le registre de la logique justicière. Celle-ci fait l'économie des procédures instituées, mais se réclame cependant de principes juridiques supérieurs. Parce qu'elle se produit le plus souvent dans des contextes de crise profonde où la conscience indignée s'oppose à l'injustice, et aussi parce qu'elle engage presque toujours la vie des protagonistes, cette logique justicière s'expose particulièrement aux dérives passionnelles. Un des exemples les plus connus dans la littérature mondiale est fourni par la figure paradoxale de Michael Kolas, dessiné par le romantique allemand von Kleist en 1805 et dont on a fait un film récemment. De ce Kolas, von Kleist écrit, et vous allez retrouver donc la formule du retournement passionnel: « Force eût été au monde d'honorer sa mémoire s'il n'avait passé les bornes d'une vertu. Le sentiment de la justice en fit un brigand et un meurtrier. » Alors je m'écarte un peu de mes notes pour gagner du temps et j'évoque simplement en quelques mots cette histoire de Kolas, qui est très intéressante parce qu'elle pourrait assez bien nous aider à comprendre le comportement du terroriste. Alors,
évidemment, les terroristes ont mauvaise presse, les attentats de Bruxelles, les attentats de Paris, mais je signale quand même que les fondateurs de l'État d'Israël, il y a 70 ans ou plus, étaient aussi jugés des terroristes et ont fini par obtenir un prix Nobel de la paix. Donc, vous voyez, et pendant la guerre, pour certains, on était des résistants, et pour d'autres, on était des terroristes. Donc, il y a l'ambivalence, en quelque sorte, de cette qualification. Alors, dans son genre, notre Michael Colas est un terroriste. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un brave marchand de chevaux en Allemagne, au Moyen-Âge, qui, à un moment donné, est arrêté au moment où il passe entre la Saxe et un autre petit État allemand. Il est arrêté par un petit hobereau local, un petit noble local qui prétend lui faire payer une taxe qu'il a complètement inventée. Donc en fait, c'est un rançonnage, tout simplement. Alors il est obligé de laisser ses chevaux et le palefrenier parce qu'il ne s'est pas payé. Et notre Colas va réclamer justice à l'encontre de ce rançonnage illégal. Et on lui fait très vite comprendre qu'il n'a aucune chance de gagner, jamais à l'époque, un petit maquignon de l'emporter sur un seigneur local. Et ça révolte complètement Colas, qui est passionné de justice. Il n'en demande pas plus, mais pas moins que le respect de son droit. Il entreprend en quelque sorte une croisade. Vous voyez, on entre dans un registre sacré, on monte en puissance, l'idée de verticalité dont je parlais tout à l'heure. Il entreprend véritablement une croisade pour obtenir justice. Il se heurte partout à un mur et progressivement, il va verser dans l'illégalité. Il prend la tête d'une véritable faction, il met bientôt la Saxe à feu et à sang, il commet des meurtres, des pillages, il incendie des châteaux, vraiment comme un terroriste, jusqu'au jour où Luther s'interpose dans une sorte de médiation, et notre Colas alors dépose en quelque sorte les armes, et un double procès lui est mené. D'une part, le procès civil qu'il avait appelé de ses vœux et qui lui donne raison. On lui remet finalement ses chevaux dans leur pristine état, comme disent les juristes, donc en bonne santé, on le dédommage du préjudice. Et en même temps, sur le plan pénal, au tribunal impérial de Berlin, il est évidemment poursuivi pour tous ses crimes et condamné à mort. Il va monter sur l'échafaud. Et l'histoire se termine en disant que c'est parfaitement rasséréné qu'il va à l'encontre de la mort. Eh bien, ça peut paraître une histoire échevelée, tirée par les cheveux. Je pense qu'elle dit assez bien la psychologie de certains terroristes, donc, qui sont passionnés de justice, indignés de l'injustice qui leur est faite, qui combattent au péril de leur vie pour obtenir un certain résultat et qui, bien sûr, vont en payer le prix, mais à leurs yeux, en fait, l'essentiel est atteint, c'est-à-dire qu'ils ont renoué avec le droit, ils ont le sentiment d'avoir regagné, quitté l'état de nature, qui est l'état où tous les coups sont permis, c'est la loi de la jungle, pour revenir à un état pacifié, un état civilisé où prévaut la justice et le droit. Je ferme cette parenthèse à propos de Michael Colas et je poursuis en disant: la littérature abonde de ces figures de justiciers, tantôt égarés, tantôt dangereusement enragés. Pourfendeur halluciné de Moulin, vous aurez reconnu Don Quichotte, est le modèle du redresseur de tort égaré. Au rayon des justiciers enragés, dont l'histoire réelle ne manque pas, hélas, on peut ranger le héros d'un roman d'Anatole France, qui est un grand auteur français un peu oublié aujourd'hui, mais qui a quand même eu le prix Nobel de littérature au XXe siècle. Anatole France a écrit un de ses romans qui avait pour titre « Les dieux ont soif ». Il met en scène un certain Évariste Gamelin, juré au tribunal révolutionnaire établi en 1793 par Robespierre, en vue de connaître de toute entreprise contre-révolutionnaire. Aussi vertueux et incorruptible que Robespierre, ce juré avait adopté son mot d'ordre: l'indulgence est parricide, que la guillotine sauve la patrie. Donc, vous voyez le dogmatisme,
l'aveuglement sanguinaire du justicier. Chemin faisant et l'habitude aidant, ce Gamelin commençait à se faire, dit l'auteur, une idée religieuse et mystique du châtiment. Et lorsque finalement il sera emporté lui-même par la tourmente et conduit à l'échafaud, ce qui est arrivé à Robespierre lui-même, il se condamne lui-même dans des termes qui anticipent étrangement les termes qu'on va retrouver sous la plume des accusés des procès staliniens dans les années 30, qui s'auto-accusaient avant de se laisser condamner ou envoyer au goulag. Je cite, « C'est justement que je meurs. Il est juste que nous recevions ces outrages jetés à la République et dont nous aurions dû la défendre. Nous avons été trop faibles. Nous nous sommes rendus coupables d'indulgence. Robespierre lui-même, le pur, le saint, a péché par douceur. Ses fautes seront effacées par son martyre. » Alors vous allez peut-être penser que ces cas sont tout à fait exceptionnels, qu'on a affaire ici à de dangereux paranoïaques. Peut-être, sans doute. J'observe néanmoins que la présence des foules, et les foules c'est nous, des foules compactes qui se pressaient aux exécutions publiques, ces foules devraient nous persuader de ce que, au moins en certaines circonstances, la folie justicière gagne les masses elles-mêmes. Et à l'heure des réseaux sociaux, c'est quelque chose de très présent. Ça m'amène à une troisième variante, la passion vengeresse. Avec la passion vengeresse, on régresse encore d'un cran en direction des couches les plus archaïques du droit. Non seulement on se fait justice à soi-même, en se passant du juge officiel, mais on ne se réclame plus d'aucun principe juridique, sinon d'un sens primitif de l'honneur et d'une loi intemporelle du talion. Archaïque, mais toujours très répandue, depuis nos cours de récréation de nos enfants jusqu'aux relations internationales, la géopolitique, cette passion vengeresse est sans doute la plus virulente de toutes les passions juridiques. Et parmi les innombrables illustrations littéraires de la vengeance, dans mon livre, je choisis de développer celle de Shylock, que j'ai déjà évoquée dans l'introduction de cette conférence. Ici aussi, je vais un peu improviser pour gagner du temps. Donc, de quoi s'agit-il ? Donc, nous sommes à Venise, où Antonio, qui est le marchand de Venise, un riche armateur, tient le haut du pavé, il a toute une flotte brillante, il vit sur un très grand pied, et un de ses amis lui demande un peu d'argent pour faire la cour à une belle dame des environs. Et il se fait que Antonio n'a pas d'argent disponible parce qu'il a risqué toute sa fortune dans des entreprises maritimes. Alors, Antonio est obligé de se tourner vers son ennemi juré qui occupe le ghetto. Le mot, c'est de l'italien. C'est la première fois qu'on utilise ce terme en Europe. C'est la partie de la ville où sont parqués les Juifs et où vit Shylock, qui est l'usurier juif de la place. Alors, Shylock, évidemment, il n'en revient pas. Quoi ? Voilà que le clan des Vénitiens brillants a tout d'un coup besoin de lui. Il va enfin pouvoir peut-être prendre le meilleur sur Antonio. Peut-être va-t-il pouvoir se venger. Et il ne fait donc aucune difficulté à prêter les 3000 ducats à Antonio, moyennant un contrat assorti d'une curieuse clause pénale. J'en ai déjà parlé, donc la livre de chair qu'il pourra prélever sur le corps même de son débiteur au cas où celui-ci resterait en défaut. Alors voilà, on peut déjà s'arrêter là. Des bibliothèques entières ont été écrites à propos de ce contrat. Qu'est-ce qui motive les deux protagonistes ? Chez Shylock, de toute évidence, une sorte de ressentiment séculaire, une volonté de vengeance, mais de vengeance juridique. Enfin serait-il en droit ? Ce n'est pas tellement la peau de son débiteur qui l'intéresse, c'est d'avoir juridiquement le droit de tuer son débiteur. Et donc c'est pour ça qu'il va s'accrocher à la lettre de son billet.
il va dire, tout au long de la pièce, il va s'y accrocher, alors qu'on va lui proposer 10 fois le montant des 3000 ducats. Sur le plan matériel, il serait évidemment dédommagé, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est enfin de pouvoir, sur un chrétien, obtenir, par le biais du droit, une vengeance légale. Alors me direz-vous, d'accord, soit, on peut comprendre, mais quid du côté d'Antonio? Eh bien, Antonio, je dirais, on le présente en début de la pièce comme triste, un peu désabusé, déprimé. Au fond, c'est le golden boy qui a tout eu, qui a tout vécu, qui est un peu blasé. Et je pense pouvoir dire que, dans la ligne du casino vénitien, eh bien, notre Antonio est un joueur. Et au fond, c'est le plus formidable va-tout qu'il va lancer. Il lui fait rouler les dés. Eh bien oui, ma tête, pour ces 3000 ducats, au cas où mes entreprises maritimes ne donneraient pas satisfaction. Et ça lui donne une sorte de frisson, le frisson du joueur, avec peut-être en arrière-plan, ça c'est tout à fait pervers, peut-être en arrière-plan, l'assurance qu'en réalité ce scénario ne se produira jamais, car il ne s'est jamais vu dans la cité des Doges qu'un juif l'emporte sur un marchand de Venise. Et donc, au deuxième degré, en quelque sorte, il anticipe déjà ce qui va arriver, c'est que c'est lui qui va obtenir la ruine de son ennemi. Alors effectivement, ce qui devait se passer se passe, les bateaux d'Antonio sont pris dans des tempêtes, arraisonnés par des pirates, bref, il est ruiné, enfin, en tout cas il croit qu'il est ruiné. Après, on verra que c'était des fausses nouvelles, mais peu importe. Et donc, comment dirais-je, Shylock aiguise déjà son grand couteau devant le tribunal du Doge. Tout Venise se mobilise pour venir à la rescousse d'Antonio, mais il n'en démord pas jusqu'à ce que Portia, je ne peux pas tout raconter, comme toujours chez Shakespeare, c'est très complexe, Portia, qui est une femme déguisée en homme et qui finalement était la belle dame dont on parlait tout à l'heure et qui avait intérêt à évidemment recevoir cette somme, se déguise en juriste et trouve la faille, formalisme juridique, et dit oui, d'accord, vous avez droit à la livre de chair, mais pas plus. Et si vous faites couler une goutte de sang d'un chrétien, vous êtes un criminel. Et donc, par excès de juridisme ou de formalisme, elle ruine la prétention de Shylock. Et donc ça termine lamentablement pour Shylock qui perd tout. Il échappe à la mort en étant obligé de se convertir au christianisme et il est tout simplement ruiné. Bon, le temps me manque ici, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, on pourrait vraiment approfondir cette pièce passionnante, mais donc là, on voit bien, vraiment très clairement dans le chef de Shylock, combien le désir de vengeance, le ressentiment séculaire passe littéralement par le titre juridique. C'est le billet à ordre, ce qu'on appelle en droit commercial le formalisme cambiaire, donc le respect du titre dont il attend en quelque sorte la force juridique pour pouvoir exercer sa vengeance. Je conclus ce point en disant, dans nos ordres juridiques modernes où prévalent l'état de droit et l'interdiction de se faire justice à soi-même, la vengeance privée a sans doute reculé, mais elle ne désarme jamais pour autant. Rappelez-vous vos cours de droit pénal et de procédure pénale, et on vous aura dit qu'il y a toujours une part rétributive importante dans les fonctions attribuées aujourd'hui à la peine. Et j'ajoute combien de chroniqueurs judiciaires, qui sont des observateurs attentifs du fonctionnement des juridictions répressives, ne partageraient-ils pas cette réflexion de Jean Carbonnier, que je cite encore, « Les passions archaïques, la soif de vengeance pour ne pas la nommer, transforment les victimes en agents martiaux de la répression si elles ne sont pas canalisées et filtrées par la procédure. » D'où l'utilité du droit pour civiliser le besoin de répression. Je pourrais aussi parler de l'épuration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a tous en tête ces images de femmes rasées, de procès expéditifs, de lynchage.
et la nécessité, le plus vite possible, d'instaurer des tribunaux officiels en lieu et place des tribunaux populaires. Quatrième variété, la passion légiférante. Je dis à un certain moment de l'histoire, les peuples et à leur tête les esprits inspirés sont saisis d'une fièvre législative. Non la banale pulsion de commandement qui a des accents caporalistes et qui s'épuise dans la jouissance ordinaire d'être obéi. Non, non. Bien plutôt la sublime volupté de l'universel qui s'adresse au genre humain entier ou tout au moins à la nation et qui se flatte de modifier jusqu'à la nature elle-même, la nature humaine elle-même. En ces moments d'accélération de l'histoire, on ne s'accommode plus des changements lents de l'usage et de la jurisprudence. On veut une transformation immédiate et profonde. On vise une rationalisation des mœurs, une standardisation des comportements. On rêve d'unité et même d'universalité. Ce sont alors des moments de tentation révolutionnaire. On se veut pédagogue, Rousseau avait dit, instituteur du peuple qui se sent en état de changer la nature humaine elle-même. Vous reconnaissez ce passage du contrat social de Rousseau où il dresse le portrait idéal du législateur qu'il appelle de ses voeux et qu'il identifie à des dieux. Je cite, « Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait, dit-il, une intelligence supérieure qui vit toutes les passions des hommes. » Nous y sommes. Donc, quelqu'un qui comprenne, qui anticipe toutes les passions des hommes, mais qui n'en éprouva lui-même aucune, qui, se ménageant une gloire éloignée, put travailler dans un siècle et jouir dans un autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. Admirable langue de Rousseau, et quel aveu lorsqu'il dit le législateur, il doit savoir à qui il a affaire, c'est-à-dire à des hommes et des femmes jouer des passions, et donc trouver les bonnes lois pour canaliser ces passions, mais ce législateur lui-même, il n'éprouve aucune passion. Quelle prétention, c'est vraiment un personnage en quelque sorte divin. Alors, en matière de folie législative, je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples littéraires, mais consolons-nous, la réalité dépasse parfois la fiction. Et si les fictions littéraires sont rares, en revanche, les législateurs romanesques réels, atteints de cette curieuse manie, ne manquent pas. Ainsi, par exemple, Maximilien Ier, éphémère empereur du Mexique. Il a vécu entre 1832 et 1867. Dans les 3 années où il exerça un semblant de pouvoir, ce Maximilien composa non moins de 7 forts volumes de textes législatifs, dans l'indifférence totale à l'égard de leur effectivité possible, se complaisant même à la rédaction d'une loi sur la marine de guerre en un temps où le Mexique ne possédait pas le moindre navire de guerre. Animé de l'irrépressible besoin de faire des lois, Maximilien n'était certes pas un despote vulgaire à la manière d'un ubu-roi, c'est, comme disait Rousseau, de jouissance dans des siècles éloignés qu'il se payait. Cette passion des lois est en réalité le plus souvent affaire sérieuse et collective. Certaines nations semblent en être atteintes plus que d'autres. Et ce n'est pas moi le Belge, c'est un Français qui l'écrit, doué de la lucidité de l'anthropologue, je le cite. C'est Norbert Rouland, anthropologue qui travaille à Aix-en-Provence, qui a écrit un livre chez Odile Jacob et qui dit « Les Français aiment la loi pour elle-même. Ils y voient un principe fondateur, voire salvateur. » Et c'est un autre Français, Jean Carbonnier, juriste doublé d'un sociologue, secrètement attiré par le non-droit. C'est Carbonnier qui formule ce diagnostic sévère à l'égard des premières années de la Ve République, dans son livre « Droit et passion du droit sous la Ve République ». Je le cite. Si la Ve République a globalement péché, c'est par trop de droit et par la passion d'y ajouter. Et il dit que c'est une dérive qui guette particulièrement les publicistes plus que les privatistes, et on sent un peu l'énervement du privatiste à l'égard de toutes ces invasions législatives. Mais là, je ferme la parenthèse. Cet emballement normatif lié à la passion de punir, cette fois-ci, je pense maintenant au droit pénal,
se retrouve particulièrement dans le droit pénal contemporain. Ça, je suis sûr, tous vos professeurs de droit pénal se seront plaints de l'inflation législative qui caractérise le code pénal. Sans lien direct avec l'évolution de la criminalité, mais certainement en lien direct avec l'évolution du sentiment d'insécurité, les lois répressives se font toujours plus nombreuses et plus sévères, tandis que s'emballe la machine carcérale. Le romancier et essayiste Philippe Muret dénonce ce qu'il appelle cette envie du pénal, nourrie de populisme et attisée par la peur du vide juridique. Affichant les meilleures intentions et se drapant dans les certitudes de l'empire du bien, ces lois répressives finissent, dit-il, par déboucher sur un despotisme légalitaire, voire une fièvre légalomaniaque. D'autant que, sur leur versant positif, ces lois prétendent rencontrer la revendication virtuellement infinie des droits subjectifs qui se nourrissent elles-mêmes du besoin, qui sont attisés par la plainte. De la passion légiférante, on passe naturellement à la passion réglementaire, beaucoup plus répandue, la tyrannie de la lettre. Les passions légiférantes sont aussi rares que sublimes. En revanche, la passion du règlement, pragmatique et terre-à-terre, sourcilleuse et tatillonne, aussi bornée qu'affairée, cruelle parfois sous une apparence d'impartialité. Cette passion paraît une manie infiniment plus répandue. Qui dira les satisfactions secrètes du fonctionnaire frustré, accroché au règlement, les joies perverses du contrôleur zélé, les 1000 stratagèmes des petits chefs compensant leur propre insignifiance par la magnification du texte. Et là encore, mon exemple principal, je l'emprunte à Shakespeare dans une autre de ses pièces à connotation majoritairement juridique, dont le titre déjà signale le droit, Mesure pour mesure. Je vous recommande vraiment chaudement la lecture de ces pièces, Le Marchand de Venise, Mesure pour mesure. Alors, en deux mots, de quoi s'agit-il? Nous sommes dans la ville de Vienne, une Vienne imaginaire, où une certaine licence, un certain laxisme s'est installé, de telle sorte que le duc, qui est le responsable de la ville, fait un pas de côté. Il en a un peu marre, il est un peu fatigué du pouvoir, et il délègue provisoirement le pouvoir à son premier adjoint, un certain Angelo, soyez très attentifs au terme, Angelo, pour un certain temps, une parenthèse en quelque sorte, peut-être pour mettre un peu d'ordre dans la ville. Et effectivement, cet Angelo est affecté de cette passion, non pas légiférante, mais réglementaire, le droit pour le droit. Et il se souvient notamment d'une vieille loi qui était tombée en désuétude et qui punissait de mort la fornication, donc les relations sexuelles hors mariage. Il décide du jour au lendemain de fermer les maisons de passe de la ville, de faire régner un ordre strict. Et la première victime de cette loi sortie de la désuétude est un certain Claudio, accusé d'avoir engrossé sa fiancée. Alors il y a tout un débat, est-ce qu'il était marié ou fiancé? En tout cas, il n'était pas marié juridiquement, il était déjà engagé religieusement. Et alors il y a tout un débat à l'époque en Angleterre ou à Vienne, le mariage religieux ne valait-il pas engagement civil? Je vous passe les détails, mais il y a des bibliothèques écrites là-dessus. Toujours est-il que le pauvre Claudio est promis au châtiment suprême pour les jours qui suivent. Alors, monte en scène la belle Isabelle, qui est la sœur du malheureux condamné Claudio, qui est une novice, tout aussi vertueuse, tout aussi rigide que Claudio, mais qui s'est engagée dans les ordres et qui est très belle, et qui va réclamer la clémence pour son frère. Et vous devinez ce qui va arriver. L'inflexible, incorruptible Angelo est troublé et va finir par proposer à la belle Isabelle ce qu'on a appelé l'odieuse rançon, autrement dit la tête de son frère contre la vertu de la novice. Alors celle-ci se récrie, elle refuse, et c'est le moment, je résume très fort, parce que
comme toujours chez Shakespeare, c'est très complexe, il y a toutes sortes de rebondissements, des pièces dans la pièce. C'est le moment où le duc sort de sa réserve. Il avait tout observé, déguisé en moine dans la ville. Il faisait de l'observation participante, comme diraient les sociologues. C'est très intéressant. Et il remonte en scène, il reprend les rênes du pouvoir et heureusement, il va éviter le pire et il va marier tout le monde. Voilà. Alors cette pièce est l'occasion, je résume beaucoup trop ici, je caricature, mais est vraiment l'occasion de très beaux débats sur le danger, même en droit pénal, d'un formalisme ou d'un rigorisme de la lettre. Il faut savoir adopter des règles générales, mais faire preuve en même temps de clémence et de miséricorde individuelle. Ménager le cas particulier tout en proclamant des règles générales. Les non-juristes ne comprennent pas bien ça. Ils croient que toutes les règles sont faites pour être intégralement appliquées. Et la grande leçon de sagesse ici de Shakespeare, c'est de montrer que la finesse du droit, qui est capable de jouer sur deux registres différents, au plan général, rappeler des valeurs auxquelles on croit collectivement, tout en faisant preuve au plan particulier d'esprit de finesse, parfois d'équité, de miséricorde, en ménageant des exceptions, des cas particuliers, par exemple Claudio à l'égard de sa fiancée. Donc c'est une très belle pièce pour illustrer les dangers d'une application tatillonne et extrémiste de la loi, en partant au fond de cette idée anthropologique que tel est prix qu'il croyait prendre, qui sommes-nous pour lancer la première pierre, n'avons-nous nous-mêmes jamais commis le crime que nous reprochons aux autres. Ça, c'est le message de Shakespeare, au fond, qui illustre summum ius, summa injuria. Je sors de cet exemple et je généralise et je dis les personnages atteints de folie exécutive abondent dans la littérature. Une mention spéciale doit être faite sans doute à Javert, le mémorable inspecteur de police lancé à la poursuite de Jean Valjean dans Les Misérables. L'homme m'intéresse parce que Victor Hugo saura le saisir au moment exact où il prend conscience de son erreur, de sa folie, qui le conduira même au suicide. Ce Javert faisait corps avec le droit et l'ordre. Je cite, « Il personnifiait la justice, la lumière et la vérité dans leur fonction céleste d'écrasement du mal. Le fonctionnaire ne peut se tromper, telle était sa devise. Et pourtant, lorsqu'il finira par mettre la main sur Valjean et qu'il comprendra que c'est ce dernier qui venait de lui sauver la vie, alors Javert réalise son erreur et il se suicide. Il comprend que l'ordre ne peut absorber la justice. Il comprend que la justice déborde la loi et parfois s'y oppose. Il réalise tout d'un coup qu'au cours de toute sa vie, il a lâché la proie pour l'ombre. C'est vainement qu'il s'est épuisé à traquer Jean Valjean et cette découverte le plonge dans un abîme d'incertitude. Alors je fais une longue citation hugolienne. Vous savez que chez Hugo, on est toujours dans l'emphase et la longueur, mais c'est intéressant. Donc voilà ce qu'il se dit, ce Javert, se dit ceci. Être obligé de s'avouer cela. L'infaillibilité n'est pas infaillible. Il peut y avoir de l'erreur dans le dogme. Tout n'est pas dit quand le code a parlé. Les jugements sont des hommes, la loi peut se tromper, les tribunaux peuvent se méprendre. Et il poursuit. Ainsi la pénalité, la chose jugée, la force due à la législation, les arrêts des cours souveraines, la magistrature, le gouvernement, la prévention, la répression, la sagesse officielle, l'infaillibilité légale, le principe d'autorité, tous les dogmes sur lesquels repose la sécurité politique et civile, et ça repart, la souveraineté, la justice, la logique découlant du code, l'absolu social, la vérité publique, tout cela décombre, monceau, chaos. Il se faisait alors en lui une révélation entièrement distincte de l'affirmation légale, qui était son unique mesure jusqu'alors. Quelle révélation, c'est admirable, la possibilité d'une larme dans l'œil de la loi. Une larme dans l'œil de la loi.
je généralise encore et je dis, d'une certaine façon, le triomphe de l'état de droit et du régime du rule of law actuel, de son principe de l'égalité, d'une certaine façon, on pourrait penser qu'il consacre le vœu secret du normativisme, une application universelle, générale et abstraite de la loi. Vous savez combien Max Weber en a célébré les vertus sous les traits du régime de domination légale rationnelle, dont le fonctionnaire est le héros et l'administration le bras armé. Très bien, mais je dis, attention à l'excès, au retournement pathologique, ici encore la dérive passionnelle menace. La névrose bureaucratique qui s'installe lorsque l'administration en vient à poursuivre des objectifs qui lui sont propres, plutôt que de se mettre au service de l'usager, des services publics et de l'administré. Nombreux furent au XXe siècle les observateurs lucides de ces dérives. Par exemple, le philosophe Claude Lefort, qui dit de l'administration, lorsqu'elle devient bureaucratique, qu'elle fait du but de l'État son but privé. Ou le sociologue Michel Crozier, qui en observe les traits typiques de la logique passionnelle. Le déplacement des buts, l'attitude ritualiste, la rigidité des comportements. Si vous en voulez une version comique et littéraire, lisez Courteline, une pièce un peu passée de mode, écrite en 1893, Messieurs les ronds de cuir, tableau de la vie de bureau. Le président de la Cour constitutionnelle de Belgique, que j'ai déjà cité, Paul Martens, notait et dénonçait cette manie de suivre les instructions à la lettre conduit au refus de tenir compte de la réalité et finalement à une inversion des buts poursuivis par la règle. Quand la forme se détache du fond au point qu'elle l'oublie, on atteint le degré névrotique du formalisme et la bureaucratie devient une névrose collective du siècle. Fin de citation. Je poursuis et j'arrive aux espérances et machinations juridiques, c'est-à-dire l'idée de s'enrichir et de s'élever par le droit. Les passions que nous avions étudiées jusqu'ici, mis à part celle de plaider ou le désir de vengeance, concernent des autorités juridiques, des personnages officiels, investis des fonctions de juger, de légiférer ou de réglementer. Mais les passions juridiques n'épargnent pas pour autant les particuliers comme vous et moi. Il y a d'abord ceux qui, sujets de droit, vivent cette condition comme celle d'un obsédant assujettissement et non de cesse que de se libérer de toute obligation. Ça existe, des gens écrasés de droit, qui veulent se décharger de toute dette, comme si celle-ci pesait d'un poids insupportable sur leurs épaules. On en a une version pénale avec la passion d'avouer, nourrie de culpabilité obsédante. Relisons à cet égard Crime et châtiment de Dostoïevski, où un jeune étudiant, Raskolnikov, commet un crime parfait, vraiment parfait, il doit échapper à la justice. Et pourtant, le juge d'instruction, qui est un homme de grande sagesse, parvient à lui faire avouer son crime parce qu'il a compris que ce Raskolnikov était au fond écrasé par une culpabilité obsédante. Et ce besoin d'avouer n'est pas exceptionnel du tout. La matière concerne aussi le droit civil. Même si la prison pour dette a aujourd'hui disparu, tout se passe comme si certains débiteurs ne recommençaient à respirer que le jour où enfin ils s'acquittent, où ils se libèrent de la dette qui les poursuit comme une idée fixe. Ils étaient captivés, c'est le signe de la passion, par cette dette. Lisez à cet égard un roman étrange de Balzac, un des 120 romans de la comédie humaine, qui s'intitule César Birotteau, qui est l'histoire d'un parfumeur parisien qui, dans un premier temps, connaît la réussite et qui, finalement, va tomber en faillite. Et qui est, au fond, un homme honnête, trop honnête, dirais-je, attaché à la passion de la loi, et qui ne supporte pas, qui ne comprend pas, pour le dire platement, qui ne comprend pas que la faillite est un mécanisme qui permet de ne pas payer ses dettes, qui permet légalement de ne pas payer ses dettes, et puis de se refaire et de relancer une autre affaire le lendemain. Ça, il ne l'intègre pas, et ce pauvre César Birotteau va passer le restant de ses jours à dédommager, centime après centime, ses différents créanciers,
entraînant sa femme et ses enfants dans la misère la plus noire. Donc Balzac, qui était un observateur très attentif des passions humaines, lui qui avait travaillé quelques années dans une officine, une étude de notaire à Paris, eh bien, est le plus grand observateur de toutes ces variétés curieuses, mais répandues, de passion. Ici, donc, cette passion de se libérer d'une dette écrasante, alors même que juridiquement, on en est libéré. À l'inverse, il n'est pas rare de rencontrer des justiciables, accidentés du travail ou de la route par exemple, qui, obsédés par l'idée de leur dédommagement, sombrent dans ce qu'on a pu appeler un certain délire raisonné fondé sur l'idée fixe de réparation. La sinistrose qui les frappe finit alors par se concentrer sur un montant chiffré, dûment sacralisé par une décision de justice, le titre officiel qui enfin leur ouvrirait droit à réparation. Dira-t-on qu'en l'occurrence, c'est seulement le souci pragmatique d'une juste indemnisation des frais réels exposés qui les préoccupe? Il semblerait bien souvent plutôt que l'affaire prenne une tournure plus irrationnelle, comme si leur intérêt se concentrait plutôt sur la reconnaissance sociale symbolique du préjudice subi, de leur identité amputée. Plus que la somme obtenue, les quelques dizaines de milliers d'euros, qui du reste laisse généralement ses victimes dans un état de délabrement physique et psychique irréparable, c'est le titre juridique, parfois arraché au terme d'années de procédure, qui focalise finalement l'attention passionnée de ses assurés. Ça, c'est le versant négatif un peu triste, mais à côté de ça, dans ces passions individuelles à l'égard du droit, plus fréquentes que ces passions morbides, ce sont souvent des passions gourmandes et conquérantes qui animent les sujets de droit. Là encore, c'est l'œuvre de Balzac tout entière qu'il faudrait étudier, qui montre combien le Code civil qui venait d'être adopté lorsqu'il écrit, le Code civil ouvre aux appétits juridiques, comme il dit, une carrière impressionnante, un répertoire inépuisable de ce qu'il appelle des espérances juridiques, nourries par des personnages sans scrupules, prêts à tout pour arriver à leur fin. Et ce qu'il y a de formidable chez Balzac, c'est que le droit chez lui n'est pas seulement l'instrument, l'outil pour arriver à ses fins, il en devient souvent l'objet et l'enjeu. Tout se passe en effet chez Balzac, comme si la soif d'argent, d'amour, de promotion sociale, qui passe par de tortueux montages juridiques, tout se passe comme si ces passions finissaient par se fixer sur ce montage juridique lui-même. Comme si la passion engagée dans l'opération se cristallisait sur l'acte, la règle, le jugement, au terme d'un déplacement métonymique du désir. En résulte une forme d'obsession du droit, voire de fétichisme juridique, qui tourmente tant de personnages de Balzac. Qu'il s'agisse de contourner les lois ou de les appliquer scrupuleusement, la loi, le contrat, le testament semblent pour beaucoup l'obscur objet du désir et non seulement leur médium. Encore une fois, Jean Carbonnier voit juste lorsqu'il écrit, je cite, « Balzac a senti les institutions juridiques comme des phénomènes vivants. Le contrat de mariage, l'héritage, la faillite, ces institutions établies pour servir les hommes qui finissent par les dominer. » À ma montre, il est 11h20. Peut-être vous vous effrayez-vous en voyant que je ne suis pas encore très très loin dans le plan que je vous ai soumis. Et peut-être serait-il plus sage, pour ne pas être pris moi-même d'une passion doctorante. Je vous avoue que ici j'ai fait bref, mais dans le livre j'ai un point G qui est la passion doctorante. Point G, pardon. Passion doctorante. Qui concerne ma corporation à moi, celle des professeurs de droit. Alors, évidemment, par pudeur, je n'en dirai rien aujourd'hui, mais quand même, bien sûr, il existe une façon dogmatique d'enseigner le droit, une façon de prendre le droit pour le droit, de se complaire dans des formules.
de jouir du fait que telle doctrine qu'on a publiée 40 ans plus tôt est enfin citée par la Cour de cassation. Alors pour certains vieux collègues que je ne nommerai pas, ça c'est vraiment le triomphe. Leur carrière est réussie dans des cas pareils. Mais enfin, pudiquement, je jette un voile sur les passions qui affectent ma corporation. Et je devrais parler donc dans une seconde section du trop peu de droit, donc la haine du droit chez des personnages comme Sade ou la peur du droit chez des personnages comme Kafka. Ce n'est pas raisonnable dans le temps qui nous reste de suivre ce programme. Peut-être m'interrogerez-vous dans la discussion qui va suivre et à laquelle je tiens beaucoup. Et donc, avec votre permission, je passe directement à quelques mots de conclusion. D'accord ? Mais n'hésitez pas à m'interroger sur la peur ou la haine du droit si ça vous intéresse. Et de toute façon, je vous renvoie au petit livre dont je m'inspire évidemment intégralement ce matin, publié au printemps de cette année à Bruxelles dans les éditions de l'Académie royale c'est mon académie, donc je devrais le savoir, des lettres et des beaux-arts. Quelques mots de conclusion. Au terme de ce parcours littéraire, une conclusion s'impose, me semble-t-il. Oui, il existe bien des passions juridiques, des passions qui prennent le droit pour objet. Le parcours s'est même avéré plus diversifié que prévu, accumulant les variétés d'affects individuels ou collectifs, réels ou imaginaires, parfois les deux en même temps. Dans chaque cas, le seuil de l'excès passionnel s'est signalé par le point de basculement où l'affect positif changeait de signe et se muait en son contraire selon l'adage « summum ius summa injuria ». Encore ne me suis-je livré ici qu'à un premier balisage. Le paysage ébauché gagnerait certainement à s'élargir, se nuancer, au bénéfice de nouvelles recherches. Il resterait par ailleurs, sur la base du matériau rassemblé, à tenter une théorie générale des passions juridiques. Par exemple, celle-ci devrait, dans un premier temps, préciser les différences et les frontières entre les passions morales, religieuses, politiques et juridiques, qui sont souvent très proches, voire inextricablement mêlées, comme on l'a vu. Il faudrait ensuite, dans un deuxième temps, s'interroger sur l'objet commun et spécifique de ces passions juridiques. On devine, c'est une première réponse que je tente, que l'affect se porte sur un désir violent ou au contraire une violente aversion de garantie, de sécurité, d'officialité, de stabilité, un titre irréfutable, un droit universellement proclamé, une loi suprême rigoureusement sanctionnée, comme un rêve ou un cauchemar d'ordre universel et pérenne. À son tour, cet objet gagnerait à être éclairé par les sciences sociales, l'ethnologie et l'histoire qui en déclineraient les variations selon les époques et les sociétés, la sociologie qui les distribuerait selon les groupes sociaux et les rapports de force, la psychanalyse qui en dévoilerait les ressorts profonds, les rapports toujours problématiques du sujet à la loi. Finalement, la question la plus urgente que devrait affronter une théorie des passions juridiques est celle du traitement qu'il convient de leur réserver dans une cité pacifiée. C'était la distinction entre les bonnes passions et les passions dangereuses. Et comme souvent, ce sont les Grecs, les vieux Grecs, qui nous indiquent la voie. Et je reviens à mes Euménides d'Échille tout à l'heure, qui est une pièce formidable qui traduit ce véritable acte de naissance du droit moderne par lequel on passe de la vengeance privée à la justice publique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, au moment où les institutions athéniennes faisaient concrètement la première expérience de mise en place de tribunaux, entre guillemets, 4 paires de guillemets, modernes. Les tribunaux devant lesquels on plaidait et on délibérait et on votait, plutôt que de se livrer à la vengeance privée. Eh bien, au moment où Échille forge un imaginaire social et collectif favorable à cette rationalisation, à cette civilisation, il prend soin, avec beaucoup de sagesse, de montrer aussi les limites de ce mouvement et de donner le contrepoison, si vous voulez, en disant attention, n'oubliez pas que
les hommes sont des êtres de passion, et donc n'oubliez pas le vieux réflexe, le vieil avertissement des Érénies qui sont les déesses de l'enfer, les déesses vengeresses. N'oubliez pas qu'une cité repose sur la peur du châtiment, la crainte des lois. Et donc, dans cette pièce, elle va calmer les Érénies, qui sont évidemment frustrées de se voir dépossédées de leur antique compétence, et dans la pièce de se voir échapper Oreste, meurtrier de sa mère, matricide, qui sont frustrés, fâchés, qui menacent de faire tomber sur la ville d'Athènes les pires châtiments. Elle parvient à les calmer, à les amadouer, en disant « Un temple va vous être érigé », ce qui est vrai, pas loin du Parthénon à Athènes, il y a un temple aux Érénies, un culte va vous être rendu. Donc on ne perd pas de vue cet enseignement plus archaïque au moment même où on rationalise la justice et on donne sa chance au doute, au pardon, comme dans la pièce où Oreste, en dépit de son matricide, sera acquitté. Donc c'est évidemment une pièce tout à fait fondamentale. La leçon est claire. Chasser la passion, elle revient au galop. Donc elle montre combien, au moment même où on rationalise la cité, il est utile de ne pas perdre de vue le danger que fait courir la passion. C'était aussi, me semble-t-il, l'enseignement de Shakespeare dans Mesure pour mesure, où cet Angelo qui se prétendait si angélique, qui prétendait faire régner la vertu, eh bien, applique cette sentence, je crois qu'elle est de Pascal, qui fait l'angelo fait la bête, qui fait l'ange fait la bête. Et donc la passion n'est jamais très loin. Je généralise en disant, puisque les passions sont inhérentes à la nature humaine, c'est une folie de les nier. La sagesse recommande au contraire de les reconnaître, d'en raconter et d'en représenter les hauts faits ou les méfaits, et de leur ménager un exutoire modéré, comme le temple des Euménides, ou les fêtes vouées au culte de Dionysos, cette espèce de débordement carnavalesque. Et même dans le Moyen-Âge chrétien, qu'est-ce que c'était le carnaval, sinon un retournement complet de l'enseignement de l'Église pendant quelques jours. Comme le note avec raison René Girard, je cite, « Si les hommes ne peuvent vivre dans la violence, ils ne peuvent pas vivre longtemps non plus dans l'oubli de cette violence. Pour survivre, les cités doivent parvenir à intégrer, disait Bataille, leur part maudite. Et Jung ajoutait leur part d'ombre. Et dans le même sens, une auteure français, Peggy Larieux, dans un petit livre tout récent intitulé Mythe grec et droit, Peggy Larieux notait ceci. Le point faible de notre rationalité juridique d'aujourd'hui est qu'elle escamote cette violence fondatrice. Et cela se vérifie particulièrement lorsque la violence est monopolisée, comme dans nos sociétés modernes, par des structures hyper dominantes comme l'État ou le marché, qui se proposent d'éliminer tout écart par rapport à la norme. Nous vivons dans des sociétés qui se présentent comme très angéliques, qui n'ont plus... comme si la violence n'était pas présente, et ce refouler, évidemment, fait retour, et d'autant plus dangereusement qu'il est refoulé. Je termine en disant, dans de telles sociétés qui prétendent se déterminer exclusivement selon les calculs du choix rationnel, qui se bercent d'illusions consensualistes, le déchaînement récurrent des violences collectives nous laisse toujours démunis et sans voix. Il convient donc de ne jamais perdre de vue les passions qui gouvernent les cités dont parlait Sophocle. Il est même nécessaire de s'en inoculer régulièrement une certaine dose en vue d'éviter d'être finalement débordé par elles. C'est une stratégie vaccinatoire qui prend notamment la forme de l'écriture de fiction, d'où l'utilité de la fiction et des cours de droit et littérature, la forme de la fiction et de la mise en spectacle de la démesure toujours possible de ces passions. Dans les meilleurs des cas, une telle mise en scène ritualisée de leur violence pourra provoquer l'effet de catharsis, l'effet de purgation des passions. Une autre voie possible de traitement de ces passions, je dis traitement et pas élimination, tient dans un travail permanent de compréhension et de modération.
qui devrait conserver à ces passions leur potentiel dynamique et créatif, tout en les maintenant en deçà de leur point de débordement pathologique. Et là encore, je cite une dernière fois Jean Carbonnier, l'amour du droit est réductible en cas d'excès. Ou encore, le droit n'est qu'une mince pellicule à la surface des choses humaines. Je cite une dernière fois mon ami le juge constitutionnel belge, Paul Martens, qui dit ceci. Mettre de la proportion, donc il invite chaque acteur juridique à mettre de la proportion dans ses interventions et ainsi dissuader le citoyen d'abuser de ses droits, l'administration d'excéder ses pouvoirs, c'est une sorte de rappel de tous les points qu'on a évoqués, le législateur d'abîmer les libertés, le juge d'exaspérer son contrôle, le politique d'exacerber ses rancœurs, le professeur d'exagérer ses critiques, le journaliste d'échauffer les esprits. Voilà, c'est un enjeu essentiel du courant droit et littérature, de rappeler cette vérité qu'on oublie trop souvent, de rappeler cette vérité que les émotions et l'imagination, loin de s'opposer à la rationalité, sont des éléments essentiels du débat public. Je vous remercie de votre attention.